Le Coréron, saison 6, épisode 16. Les boys, nous autres, on a eu, je suis bien sûr en compagnie de Steve Sauvé et G-Central, JC David. Et les boys, on a eu une grosse fin de semaine, nous autres, parce que, écoute, il y a eu un compte-rendu de SummerSlam. On a regardé ça avec les Ribbers. Écoute, ça a gaulé. Avant qu'on se mette à jaser puis qu'on me mette en masse de toutes ces affaires-là, comment ça va, vous autres? JC, conte-nous ça. Ah, ça va fatiguer, on a travaillé fort cette semaine. Bon, on tombera pas dans les raisons du pourquoi, du comment. Ceci dit, je veux pas profiter de l'opportunité, Martin, pour saluer et remercier les Ribbers qui étaient avec nous autres pour SummerSlam, parce qu'on a eu toute une soirée. Absolument, absolument. Puis évidemment, si nous ne tergiverserons pas nécessairement beaucoup sur SummerSlam, parce que si vous voulez savoir quel compte rendu on en a fait, c'est très simple, vous vous rendez sur la page Facebook Le Coréron. Le live est encore là. On a fait ça aux heures tardives de la nuit samedi soir. Et c'est également d'ailleurs un épisode en podcast de la Feuille Sale, 4e édition. Fait que vous avez toutes nos impressions. Et by the way, spoiler alert, si vous n'avez pas encore vu SummerSlam, écoutez pas ça, regardez pas ça, parce qu'on compte tout. Steve Sauvé, comment ça va? Hey, ça va super bien, les boys. J'espère que vous allez bien, vous autres, avec. Top shape. On a eu une bonne fin de semaine de lutte. Ça a été le fun. Ça a comme remis le beat un peu. Moi, j'ai hâte de recommencer à travailler. Puis, hey, les boys, je veux qu'on rectifie quelque chose. On avait vu juste la semaine dernière, on parlait des top Vince McMahon. Là, puis, quand Vince, on disait que la WWE offrait ses pay-per-view aux militaires. Moi, j'ai jasé cette semaine avec un de nos Ribbers qui est John Lachey. Oui. Puis il m'expliquait, lui, que quand il était en Afghanistan et en Irak, qu'il y avait les pay-per-view de la WWE. Malheureusement, en Lettonie, ça n'a pas été le cas parce que ce n'était pas un camp militaire américain. Ah, OK, ouais, je comprends. C'est ça. C'est les bases américaines. Ouais. Qui le reçoivent. Puis ça fait longtemps de ça. Là. En plus de support the troops puis les voyages un peu partout, là, ça fait longtemps que j'allais dire Vince. Vince, il a fait ça pendant longtemps. Et j'imagine que ça va être une tradition qui va se perpétuer. Et vous allez m'autoriser, messieurs, à, bien sûr, saluer les gens qui sont avec nous sur Twitch, évidemment. Salut Martin Boisvert. Et gênez-vous pas pour venir nous rejoindre. Nous sommes sur Twitch les mercredis à 19h pour la captation, en fait, en direct des épisodes. Et dans la poutine, à la fin de show, là, je vous expliquerai, si vous êtes nouvellement parmi nous, je vous expliquerai quelle est la logistique des choses en termes des épisodes une fois qu'ils sont enregistrés. Fait que là, les boys, moi, j'ai envie, avant qu'on tombe dans les actualités, avant qu'on tombe dans ce qu'on fait normalement, le gars, j'ai pas regardé son combat, mais il mérite quand même que ce soit de ça qu'on parle en premier. Et j'ai évidemment nommé Nature Boy Ric Flair, qui avait son 14e dernier match en fin de semaine dans le cadre de Starrcast, un événement dont la promotion était faite conjointement avec Jim Crockett Promotions. Dave Crockett était là d'ailleurs. J'ai pas regardé le match, je suis honnête et transparent avec vous. Avant qu'on tape le show, je suis allé voir les highlights, mais j'ai pas regardé le gala. Parce que j'en ai déjà parlé dans des éditions passées. Il n'était pas question que je m'installe devant ça. Je trouvais que c'était de cautionner quelque chose qui n'avait pas raison d'être. Ceci dit, je précise, il y a le doigt, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct que Ric Flair fasse ça. Il a tous les droits. C'est un adulte qui est bien pensant puis tout ça. Moi, j'ai juste fait le choix de ne pas cautionner ça en investissant là-dedans ou en le regardant. Maintenant, est-ce qu'il y en a... JC, on s'est parlé hors d'onde. Tu l'as pas vu. Steve, as-tu vu ça? Ben moi, j'ai vu le combat de Ric Flair. J'ai pas vu tout le gala. Fait que conte-nous le combat de Ric Flair. Puis, spoiler alert, s'il y en a qui l'ont pas vu, qui envisageaient de le faire, puis payer suppose, mettez-vous sur mute ou quelque chose, parce que là, Steve, il va en parler. Ben, écoute, moi, là, le highlight du combat était avant le combat. C'est quand Flair a fait son entrée avec la ceinture, l'ancienne ceinture de la WCW. La grosse belt. La gold belt, là. Pas le 10 pounds of gold, celle d'après, là. Celle d'après. Là, une seconde, j'ai fait comme, ben voyons donc, Rick, tu veux vraiment aller là? Tu sais, à un moment donné, on le sait que t'as été 16 fois champion, tu le quittes, mais là,
t'es même pas l'ombre de ce gars-là qu'on va voir lutter. 73 ans, rappelons-le. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, excuse Steve, je veux pas te couper, je veux que tu nous comptes ça, mais c'était El Idolo, Andrade, en fait, son gendre, parce que c'est le mari de Charlotte, qui était contre Jay Lethal et Jeff Jarrett dans le main event de StarCast, justement. Il y avait une carte avec du stock en masse dessus. Moi, je suis pas en train de dire à personne de ne pas regarder ça, au contraire. Moi, c'était vraiment une décision idéologique, là, puis parce que j'aime Ric Flair, que j'ai pas regardé ça. Mais conte-nous ça, Steve, ça a eu l'air de quoi, ce combat-là? Ben, ça a eu l'air d'un Ric Flair qui veut en donner, mais qui est plus capable d'en donner. Ah, tu vois, c'est ça que je voulais pas. C'est ça que je voulais pas regarder. Tu sais, par chance, il y a eu des adversaires pour le mettre en valeur. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est pas Ric. Puis Ric Flair va toujours rester Ric Flair. Ça s'est ramassé qu'il a blédé comme un cochon. Tu sais, à 73 ans, à un moment donné. Mais il y a même des gens, puis moi, j'ai pas vu ça, puis j'ai pas remarqué ça, qui disaient « Ah, il a pratiquement perdu conscience quand lui, il appliquait le finger four. » Mais ça, je l'ai pas vu. Je peux pas dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas j'ai vrai. Vu ça passer, ces Dirt Sheets aussi, là, tu sais, qu'effectivement, il paraîtrait, pour ceux qui ne comprennent pas la référence, il paraîtrait que quand il donnait le figure 4, le Glock, il aurait perdu conscience. Mais tu sais, perdre conscience, là, on parle pas, là, sortir les électrochocs puis tout ça, là. Non, juste passer out, là, tu sais. On parle pas de quelque chose. De seconde, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, là, on parle de passer out. Puis, tu sais, on avait une foule qui était là, que d'après moi, là, on aurait pu mettre n'importe quel autre combat avant que le monde était là pour voir le match de Ric Flair. Ben oui, c'est parce que, tu sais, écoute, Ric Flair se touchait les cheveux, puis il y avait un pop, là. Ouais. Tu sais, puis c'est ça qui est calique, parce que j'espère qu'il n'y a pas eu le buzz de dire je vais en faire d'autres. La piqûre, ben oui, moi, c'est ça l'autre affaire qui me fait peur. Moi, j'ai peur que le match d'adieu se finisse en tournée d'adieu. Comme dans tous les bons scénarios de Zing d'Hollywood, Flair puis Andrade gagnent ça. Moi, je m'attendais à voir une Charlotte ou whatever. Visiblement, la WWE n'avait pas accepté. Parce que, trompez-vous pas, était là, Charlotte, là. Mais j'ai peur pour qu'il y ait une suite de Jarrett. Mention honorable à Jeff Jarrett qui a vraiment tout donné. Il est allé jouer à full. Autant que ce gars-là dans un ring peut te laisser indifférent, qu'autant il a été bon. Jay Lethal, la même chose. Mais c'était vraiment une soirée pour Ric Flair. On va voir la suite. Mais Calic, Martin, pour vrai, de la misère à mettre un pied devant l'autre, le Ric, là. Ben, écoute, moi, de ce que j'ai vu, mais JC, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y. Ben, écoute, sur Twitter, entre autres, les gens ont louangé la performance de Jeff Jarrett durant le combat. Puis durant la fin de semaine, je trouve que Jeff Jarrett s'est bien démarqué en fin de semaine. Oui. Il a fait une belle job. Il était pour ceux qui ne le sauraient pas, il était à SummerSlam aussi. Il était guest referee dans un match également. Là. Fait que, ça a été un gros week-end pour lui aussi. Pas juste pour nous autres, là. Pour lui avec, là. mais pour dire, comme Martin Boisvert dit dans notre chat, le match d'en fin de semaine dernière et arrive même pas à la petite orteille du match d'adieu à WrestleMania contre Shawn Michaels. Ben non, c'est... Regardez, là. Moi, vous régler ça bien plus simple que ça, là. Le match d'adieu de Flair contre Shawn Michaels à Mania 24, il me semble, ou 25, je me souviens même plus. C'est le meilleur match. 24 parce que 24. Le 25 affrontait l'Undertaker. Oui, 25-26, t'as raison. Le match d'adieu de Ric Flair à WrestleMania, c'est le meilleur match d'adieu de lutte de la lutte. Fin. C'est pas le meilleur match d'adieu de Ric Flair, là. Parce que ça n'a pas été son match d'adieu. Mais c'est le meilleur match d'adieu qui a jamais eu lieu. Et pourquoi ça me fait de la peine quand il y en a eu d'autres? Puis je comprends que quand il a fait des trucs à TNA, il avait besoin d'argent. Je comprends tout ça, là. OK? Mais on peut plus dire ça. On peut plus dire ça. C'est plus un match d'adieu. Moi, je suis old school de même, là. C'est plus un match d'adieu, là. Ouais. C'est un PD. C'est une journée qu'on passe à la banque, là. Parce qu'il y en a eu d'autres après. Je respecte le fait, je le répète une dernière fois pour pas que les gens interprètent mes paroles, je respecte son droit de le faire. Il a le droit. Puis moi, j'ai le droit de pas regarder ça. That's it. Mais
une chose que j'ai trouvé sympathique, parce que comme je vous disais, j'ai juste regardé les highlights. Je trouvais ça cool que Brett, Mick Foley et Taker soient là. J'ai trouvé ça cool. Je suis pas d'accord, je serais jamais allé là. C'était là pour lui, justement. Moi, tout ce que j'espère. Bon. Ouais, tout ce que j'espère. Puis là, je dis pas que c'est le cas. Ne me prêtez pas d'intention ou de parole. Mais ce que j'espère surtout, c'est qu'il était pas payé pour être là. J'espère. Ouais. Je peux pas répondre, je le sais pas. Puis Steve fait sa face de gars qui cherche des complots, là. Mais, non. Ça me surprendrait pas que les gars étaient là bénévolement. J'espère. Mais d'un autre côté, tu sais, veux pas, c'était tout dans le même... tu sais, c'était au Tennessee, là, c'était tout proche, là. Tu sais, t'avais SummerSlam le samedi, que les gars devaient être à SummerSlam, puis après ça, on fait comment? On va aller voir Rick. Ben ouais. C'est ça que j'espère. J'espère vraiment que Conrad Thompson, parce que là, ce qu'il faut que vous sachiez, tu sais, dans le backstage de tout ça, c'est que le promoteur de l'événement Starrcast, qui a tenu l'événement de lutte du dimanche, c'est Conrad Thompson. Conrad Thompson, c'est qui? C'est un gars qui fait partie d'une famille qui fait, je ne sais pas comment le dire, c'est un genre de multiprêt hypothèque, là, OK? Fait que ils sont dans le prêt hypothécaire, voilà. Puis, c'est une famille très, très bien nantie, et à un moment donné, ce gars-là, lui, il est comme nous autres, c'est un tripeux de lutte final, puis il a commencé à produire des podcasts de lutte. Il en a fait avec un paquet de monde, il fait JR à Star, il fait Mick Foley, il a commencé avec Ric Flair, Woo Nation, bon. Et puis parallèlement à ça, il y a sa business qui promouvoit à travers ses podcasts. Et c'est comme ça qu'il est venu comme dans le giron de la famille Flair, et c'est là qu'il a rencontré la fille de Ric Flair, qu'il a épousée. Donc, Andrade, c'est son beau-frère, là. Et Ric Flair, c'est son beau-père. Fait que moi, j'aime bien Conrad Thompson. Je trouve ça clean, les affaires qu'il fait. Oui, il a fait Pritchard, mais là, depuis que Pritchard est revenu à il est peu avec lui. Puis Bischoff, je pense qu'ils ont fait un spin-off de ça. C'était 83 Weeks, là. Mais, fait qu'il fait du bon contenu, le gars. OK? Mais, puis moi, j'apprécie son travail, puis ainsi de suite. Tu sais, j'ai assez écouté Conrad Thompson pour savoir que s'il y a tenu cet événement-là, c'est parce que Rick, il tenait mordicus, parce que je suis convaincu qu'il est plus d'accord avec nous autres qu'avec Rick. Mais là, lui, il s'est probablement dit, si c'est pour arriver, aussi bien que ça soit moi qui s'en occupe. Ah, ben oui, surtout un one-shot deal de même, puis le gars, il est tout de même assez nanti, comme tu l'as dit. Ouais, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça dans la vie. Puis écoute, là, tu sais, vous avez juste à regarder WWE Treasures, où je me souviens plus, la série est née. Vous allez voir son bureau, vous allez voir sa maison. Tu sais, le gars, il a les bottes de Dusty Rhodes chez eux, là. Tu sais, c'est pas 2 piastres, ça, là. T'achètes pas ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... fait que c'est ça, dans le fond, l'écosystème de cette affaire-là. C'est ça, le setup de la patente. Puis, regarde, la seule affaire qui me rassure là-dedans, c'est que c'était pas un asti de freak show, là. C'était pas un wrestling, tu sais, c'était pas un combat de lutte dans la boîte, là, tu sais, fait à Tombouctou, machin. Tu sais, au moins, ça a été organisé par du monde qui ont soin, entre guillemets, là, mais qui ont à cœur le bien-être de Ric Flair. Ça, c'est ma seule consolation. Mais là, Rick, c'est fini, là. T'as plus rien à prouver. À rien, là. Pas à moi, en tout cas. Puis c'est pour ça que même si tu fais une tournée d'adieu, puis le Ric Flair World Tour, puis ou le Woo Tour, whatever, là, moi, je serais pas là, puis je mouillerais pas le pouce. C'est sûr que non. Voilà. Puis je pense que t'as tout dit. Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est encore pire que ça, parce qu'on en a parlé, Steve, t'en avais parlé, on a vu passer les mêmes affaires. Tu sais, en plus, il voulait faire son bombe du 3e câble. Oui. C'est sa fille qui a dit, tu feras pas ça, là. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute-moi bien, là. C'est-tu la quintessence du gars qui comprend pas quelque chose, ça, là? Ben, 73! Je pense sérieusement, ce gars-là, puis là, je veux pas y prêter d'intention. Non.
Mais je pense que mourir, s'il était mort dimanche en luttant, là, ça y aurait pas dérangé. Non, je pense pas. Ça aurait été une belle mort pour lui. Ouais, ben c'est ça. Puis en tout cas, moi, tu sais, je veux dire, le temps nous rattrape toujours, puis tu sais, tu pourras jamais... malheureusement, tu pourras pas worker ta mort, Rick. Là. Ça pourra pas être un work. Là. À un moment donné, ça se termine pour tout le monde. Puis, moi, j'aime mieux me remémorer de bons souvenirs de ton œuvre que de te regarder la perpétuer. Voilà. Il y a des rumeurs de toute façon, pas des rumeurs, mais il se passe des affaires, les boys. Écoute, moi, j'ai eu un petit vlog. Un petit vlog, parce que je me souviens pas quand est-ce que j'ai parlé de ça, mais j'ai dit qu'il était temps qu'ils ramènent The Man. Ben, ils l'ont fait lundi soir. That's it, that's all. Merci. Oui, regarde, c'est vrai, tu l'as dit. T'as collé la shot, Martin. Puis sais-tu quoi? C'est une bonne chose. Mm-hmm. Ça va ramener de la nouveauté dans la division féminine avec ce qui se passe avec Bayley, Dakota Kai et Yoshirai. Ouais. Là, ils ont mêlé Asuka, Alexa Bliss à tout ça. Ouais. Ils ont brassé des cartes à Monday Night Raw. Puis là, j'ai pas parlé de Ciampa. Ouais, mais attends, on va y aller, là. On va faire ça une affaire à la fois. Mais là, je veux te reprendre, te ramener à l'ordre, G-Central. C'est Io Sky. Io Shirai, elle n'existe plus. T'as raison. Rigueur calice. Bon, voilà. Mais non, c'était le premier sujet que je voulais aborder, c'est justement ça. Une espèce de vent de fraîcheur de constater le retour de Bayley, de Dakota Kai, de Io Sky et tout ça. Puis évidemment, tout ça a commencé à SummerSlam. Je trouve que ça augure bien. La seule affaire, là, c'est facile, là, on est assis dans les estrades, là, c'est ça qu'on fait, nous autres, ici, là, les boys, là. Mais c'est le même angle que tout le temps. Ah, ben oui. Tu sais, puis je le sais, là, il y a des recettes éprouvées, il y a des affaires qu'on peut pas changer. C'est correct, ça. Mais c'est pourquoi vous n'avez pas essayé de faire ça autrement. Puis c'est pas Becky Lynch qui tend le flambeau à Bianca Belair dans le ring parce que là, on sait qu'elle est blessée. Elle s'est déboîtée un épaule à SummerSlam. Vous n'avez pas vu les photos sur Twitter. C'est hallucinant là, comment c'est déboîté. Elle a quand même refait le match puis elle est passée à travers. Là, elle revient dans le ring avec son casque sur le bras. Puis là, hey, c'est toi, Bianca. C'est toi, la place est à toi. Je te cède la place, tout le kit. Qu'est-ce qui arrive? Je peux arrêter là, vous savez le reste de l'histoire. Ben oui. Il y a un run-in. En fait, Bianca se fait attaquer par Bayley, Shirai puis Dakota Kai. Puis là, Bianca part à la course. Puis là, elle prend un match avec une des trois. Puis là, on va avoir A plus B plus C plus B plus D plus C. C'est ça qui va arriver. Je trouve ça plate. Là. Moi, je suis-tu seul que quand j'écoutais ça, puis à la fin, je me disais, ça y est, là, c'est là que Sacha et Naomi reviennent. Non, mais là, il y a des rumeurs de ça aussi. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Là. C'est sûr, en tout cas, que l'empreinte du changement de régime, moi, je ne sais pas pour vous autres, là, avec une couple de jours de recul puis un Raw, là, ça, je le sens. Là. Oui, je le sens, moi aussi. Puis il y a quelque chose qui nous a passé en dessous du nez à SummerSlam, les gars. Quoi donc? Ah ouais, donc. Moi, il y a un tweet qui a attiré mon attention sur les commentaires de Michael Cole durant le combat de Pat McAfee. Ouais. Je suis retourné écouter le combat, puis j'ai écouté le combat. Ouais. C'est le meilleur Michael Cole ever. Il était intense, il était émotionnellement impliqué. Mais puis il y avait plus de WWE Universe, puis non, c'est des fans, des lutteurs, puis des belles. C'est tout ce qui est d'habitude, ben là, il l'était pas. J'ai pas remarqué parce que je sais pas comment te le dire autrement. Je vais utiliser un terme consacré que j'utilise sur d'autres plateformes. Michael Cole, je m'en calisse. Ouais, c'est. Mais je pense que ça pourrait être une renaissance pas pire pour lui. Moi, il a outrepassé la renaissance. Là. Il est temps qu'on donne le mic à quelqu'un d'autre. Là. Mais il y a quelque chose, les boys, que je sais pas si vous autres, ça vous a allumé. Là. Moi, ça m'allume énormément. Sacha Banks, Naomi, qui possiblement vont revenir à la WWE, là, même qu'il y avait une grosse rumeur qui sortait à Raw lundi passé. Ouais. C'est pas arrivé. Si je suis WWE, là, ouais. Je les resigne à rabais sur un moyen temps parce que moi, je t'ai donné ta release.
Ça veut dire que t'as même pas d'offre de la AEW, parce que sinon, c'est là que t'aurais été. Ben, on le sait pas, dans le fond, les termes... Les termes de leur départ, Steve, ça n'a pas été divulgué. Ça, on le sait pas là, s'ils sont juste suspendus. On le sait pas là, s'ils sont fait relisser. On n'a aucune idée parce que même s'il y avait... Si c'est une fin de contrat ou ils décident de mettre un terme au contrat ou peu importe, tu le sais comme moi que c'est fini le temps de la Monday Night War, que tu es à Raw lundi puis à Nitro le même lundi parce que c'est live, là. Ah non, ça c'est clair, là. Il y a des 80 jours. Faut faire attention. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Moi, je pense là, que qu'est-ce qui est. Ben, vas-y, JC, vas-y. Écoute, moi, je vais être honnête avec toi. La WWE a rien annoncé dans le fait qu'elle avait réalisé ces deux filles-là. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas de raison de le penser. Je pense qu'il n'aurait pas commis ce geste-là parce que c'est des valeurs sûres et parce qu'il n'y a rien qui ne peut pas se régler. Ils leur ont donné un petit break, puis ils vont y ramener. Moi, je pense que c'est ça. Puis, sais-tu qu'est-ce qui doit être un facteur contribuant aussi par rapport à ça? C'est que là, les Usos, en plus, sont sur une grosse run, là. Fait que, tu veux, je sais pas, là, il doit y avoir un département de ressources humaines, mais tu veux pas t'en mettre un à dos parce que là, t'es dans un beef avec sa femme. Tu veux-tu vraiment aller là? Fait que garde. Regarde Sasha Banks, en plus, c'est la deuxième fois. Elle l'avait fait l'année passée. Elle avait pris ses billes et elle s'en allait chez eux. Ils l'ont pas mis dehors. Fait que je dis pas que ton point est pas bon, Steve. Moi, je dis, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Laissons la poussière retomber un petit peu. Là. Vince n'est plus là, puis tout le kit. Mais, par contre, ce qu'il faut pas qu'il arrive, avoir trop de talent, c'est comme pas de n'avoir assez. Là. Va falloir qu'ils se prennent ça comme du monde à SmackDown et à Raw. Là. Puis là, tu peux pas pacter Raw, puis tu sais, à peu près rien avoir à montrer à SmackDown, là. Puis on en a parlé, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je l'ai pas encore avalé, celle-là. C'est ma plus grande déception du monde de la lutte de cette année à date, parce que je me disais tout le temps, ben non, ça va reprendre. La ceinture intercontinentale ne vaut plus fuck all. C'est vrai, je te le donne. Écoute, il la défend même pas, il la monte même pas. Ben non, c'est débile. C'était la ceinture du workhorse, la ceinture que dans le locker, les gars considéraient que c'était le meilleur worker. Ça veut pas dire meilleur worker que c'est lui qui met le plus de fessiers dans les sièges, là. Mais le meilleur d'entre nous, c'est à lui qu'on donne la IC Belt. Il faut qu'il ramène la IC Belt. Martin, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si t'as vu, je suis sûr que tu l'as vu. Ils ont fait un beau package pour la US. Ils ont essayé de la mettre de l'avant, justement. SmackDown s'en vient. Moi, je pense que de quoi qui s'en vient dans ce J'espère, il faut. C'est une disgrâce. C'est un sacrilège. Tu peux pas laisser ça comme ça. Mais je suis confiant, par exemple, qu'un gars comme Triple H qui connaît le lineage de ce titre-là, de cette ceinture-là, de ce qu'elle vaut dans le locker. On s'entend, c'est un work, là. Restez calme, là. Je suis pas en train de essayer de vous dire la lutte, c'est vrai, là. Mais ça a trop d'histoire, ce titre-là, pour qu'il soit roulé dans la boîte comme c'est le cas là. Puis je dirais, by the way, là, je dirais la même affaire. As-tu vu le beau package qu'ils ont fait pour la US Belt hier samedi? Tu sais, puis ils ont mis des extraits de... lundi soir pour le tournoi 3 contre 3. Ils ont mis des extraits de Dusty Rhodes, Ricky Steamboat, Flair. Ils ont sorti tout le paquet. Là, il faut que vous fassiez pareil. Faites-le à SmackDown, je m'en fous. Mais il faut que la ceinture intercontinentale regagne ses lettres de noblesse. Parce que c'est une honte en ce moment. Ben, il y a deux choses que je trouve particulières. Tu sais, oui, il y a la IC Belt qui n'est pas utilisée, qui ne vaut plus rien, whatever. Mais il y a d'autres choses. Gunter, tu me le montres pas, tu me le vends pas. Hey, pour moi, là, c'est un des gars d'avenir pour les 5 prochaines années. Moi, tu sais qu'est-ce que j'appréhende dans son cas à lui, là? Là, on fait du coq à l'âne, les amis, là. C'est ça le coréon, là. On fait du branche à branche. J'ai peur que tu me dises un Keith Lee. Non, pas ça. Il a trop perdu de poids. Je te le dis. Tu penses? Je suis certain que ce que je veux pas dire là, hey, c'est pas important d'être en santé. Là. Non, c'est pas ça que je veux dire là. Mais moi je trouve qu'il a trop perdu de poids. Quand je l'ai regardé la dernière fois là, je vois pas le même worker. Ah ben non, ça c'est sûr. Tu sais, le gars que tu te dis, écoute, il va me dévisser la tête, là, tu le regardes, tu fais comme ouf, il est en traitement de chimio. Tu sais quoi qu'il a fait, lui? Il a fait le contraire de Jinder Mahal. Il a fait Puis il a fait le contraire de
voyons, le marais à Bianca Belair, Montez-Ford. Montez-Ford. Ah, il commence à être gros, lui. Oui. Moi, je te le dis, Montez, le big push s'en vient. Oh, oui, ça se sent, mais on va revenir, Martin. Ouais, on va revenir à Gunter. Moi, je pense que justement, qu'une belle présentation pour la ceinture intercontinentale, Gunter pourrait être l'homme à battre dans cette division-là pour les prochains mois. Justement, puis donner des lettres de noblesse à cette ceinture-là. Moi, je suis pas en désaccord avec toi, JC. C'est un très bon point. J'ai pas de problème avec Gunter. Mais moi, ce que je ferais si je bookais, là, ce que je ferais, ça serait vraiment super simple. C'est que je donnerais à Belt un face. T'as pas le choix si tu veux la mettre over. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, on est dans des circonstances particulières. Là. Je te parle pas de le babyface court après le heel pour la gagner. Là. Non. Il n'y a plus rien. Il y a fuck all. On part de zéro. Fais comme si tu venais de l'inventer. Là. Sinon, faut que tu buildes une grosse storyline avec des top workers puis du monde. Il faut que ça soit avant-dernier ou deuxième avant-dernier combat sur la carte. Là. Faut qu'elle le dire de quoi, la Belt. Chris, ils sont rendus qu'ils font le pre-show avec ça. Ah, ben oui. Ah, ça, je suis d'accord. Faut qu'à SmackDown, quand c'est défendu, ça c'est le main event. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, JC, ça prend pas, écoute, là, t'as pas besoin de poudre à parler pimpin là, pour mettre un titre over. Là. Ça te prend un babyface qui est over puis qui a la ceinture, là. Ou ben donc, ça te prend un monster heel qui a la ceinture puis un babyface qui est super over puis tu runs un long programme, là, puis tu fais un slow burn avec. C'est pas dur, là. On réinventera pas la lutte, là. Puis, tu sais, ça serait qui à SmackDown, ce babyface-là? Sortez-moi pas Ricochet, là. Ça prend plus gros que ça. Non, tu sais, moi, là, à Rush, je pourrais dire, hey, mets un strap sur Riddle ou quelque chose. T'sais, il y aurait Riddle. Vraiment... Riddle, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il est vraiment over. Dans un Superstar Shake-Up, là, parce qu'il me semble que c'est dit ça doit approcher quelque chose comme regarde, ça. Moi, je l'ai, votre solution. Je l'ai, là. Si tu veux faire un gros programme, là, puis que tu veux ramener un belt over, là, c'est pas dur. Tu donnes la IC belt à Seth Rollins, puis tu mets un gros babyface contre lui, Cody, mais qu'il revienne ou quelque chose de même. C'est ça. Tu l'as, drette là ton programme, il traîne à terre, là. Ouais, tu l'as. Il traîne à terre, là. Mais le problème... à SmackDown ou tu ramènes à Raw? T'envoies la US? Non, faut que tu mettes un titre d'importance à SmackDown si les titres sont unifiés. Là, l'affaire qu'ils sont en train de faire, c'est qu'au lieu de donner de la visibilité à l'IC Belt, ben là, ce qu'ils font, c'est qu'ils crissent Roman dans tous les hosties de show. Ah ben oui. Ouais. Ils sont là tout le temps. Sont là tout le temps. Puis c'est un de leurs problèmes. À un moment donné... enlève les deux ceintures, il y en a juste une, là, parce que là, à un moment donné, ça a de l'air maillé un peu. Là. Ben, moi tu sais, à un moment donné, je pense que cette affaire-là, on a fait le tour, là. C'est correct, on comprend là, que c'est toi partout pis tout, là. Moi, c'est le genre de détail qui finit par me tomber ses nerfs, là. Ou, à la limite, ben, je comprendrais que Roman le fasse. Tu sais, qui donne les ceintures aux personnes avec lui, qui paraît comme à la boxe, là, tu sais, t'es champion WBC, IBF, tout ça, puis là, t'as tout ton passé en arrière de toi qui arrive avec tes ceintures. Ça, c'est badass. Mais tout le monde qui se promène avec 4 straps après lui, c'est sans dessin, là. C'est ça. On a fait vraiment le tour, là. mais là, je veux revenir... Attends un peu, JC. Je veux revenir, Steve, à quelque chose que JC voulait dire. Moi, j'ai été agréablement surpris, heureux et content de voir l'utilisation de Ciampa lundi. Oh, c'était superbe, là. Écoute, il y a eu de la bonne lutte à Raw lundi, là. Il y a eu ça, ouais, c'était cool. C'était un bon Rollins contre Montez-Ford qui a été exceptionnel. Très aussi, bon là. match. Ben, moi, je te le dis, gars, on va faire un petit aparté puis on revient à Ciampa. Moi, je te dis, le match Seth Rollins contre Montez-Ford, c'était un test pour voir le next step à Raw. C'est clair. C'est clair. C'est évident. Puis il a passé le test en masse. Ah oui, tout à fait. Et pour ce qui est de Ciampa, moi, ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la première fois à Monday Night Raw qu'il présentait Ciampa comme étant un ancien champion NXT. Ah, ça aurait de l'allure, ça. Oui, ça pourrait faire. Oui, pas bête. Non, Triple H, là, tu sais, NXT, c'est son bébé. Puis là, c'est lui qui est clé, là. Fait que là, il va pouvoir en faire du crossover, puis tu sais, des affaires de même, puis ça va être super cool, là. Tu sais, moi, je la sens
je sens que nous sommes de Triple H era has begun. Là. Triple H! Je le sens. Comment je te dirais ça? J'ai des grandes attentes. Mais c'est ça, tu n'aimes pas contre AJ Styles. Non, c'est un très bon match. Les deux three-way, ça a donné 2 bons matchs. Pour vrai, là, ça a donné 2 bons matchs. C'était une bonne carte à Raw lundi. Ils ont donné un bon Raw. Puis là, tu sais quoi? Je reviens à toi après, Steve. On va regarder ça, comment ça déboule dans le cas de Ciampa, là. Mais j'étais sûr que c'était lundi qu'on verrait Dominic Asti dans Judgment Day. Encore une fois! C'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire qui n'a pas tourné encore vraiment dans ce sens-là. Ça va-tu arriver? Moi, je pense que ça va être sa sœur. Moi, je pense que Dominique, c'est une question de temps. De ce que j'ai pu lire un peu, c'est que Triple H l'aimait bien héros aussi, là. Fait que il va le pusher s'il l'aime. Bon, en tout cas, on verra bien, mais mon opinion... Tu sais, on dirait que là, tu sais, c'est toujours de même, hein? Quand tu penses que quelqu'un va tourner heel, mais là, t'arrêtes de regarder ce qu'il fait parce que t'es déjà en mode, je vais regarder qu'est-ce qu'il va faire quand il est heel. Mais moi, j'étais conscient de ça. Je le trouve pas meilleur. J'ai encore le le sens encore... Je le sens encore... qu'il n'y a pas d'affaire là, puis qu'il y a le syndrome de l'imposteur, là, moi, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Mais là, les boys, pour juste finir avec la WWE, tu sais, là, on en parle, on dit, là, on commence à sentir l'effet Triple H, tout ça. Puis cette semaine, je m'adonne à penser, j'écoute des Bruce Pritchard, puis des choses de même, là. On devrait peut-être commencer à penser à tasser ça, ces gars-là. Puis je me dis, qui pourrait occuper un poste de s'occuper avec les talents que, écoute... je l'ai, moi. Je l'ai. Moi aussi, je l'ai trouvé. Bray Wyatt! Mark Calloway. Ben oui, Mark Calloway, c'est sûr. Ah ben, je suis pas sûr qu'il va dire oui, mais c'est sûr qu'il y aurait d'affaires là. Toi, tu dis non, JC? Que c'est le genre de gars que Triple H, faut qu'il s'entoure, parce que quand que tu seras pas content de ton booking, d'aller voir Mark Calloway puis dire ça n'a pas d'allure, calique, t'es mieux d'avoir des grosses notes. Ouais, mais attends une minute. JC, t'es-tu d'accord? Ben, moi, Mark Calloway, je pense que oui, un bras droit pour Triple H, un conseiller, un consultant, pas un employé à long terme des bureaux. Ben, c'est quoi la différence? Je veux dire, je pense pas que s'il engage... Attends un peu, JC, c'est le gabin, là, c'est pas dur. S'il engage Mark Calloway, il l'enverra. Mark Calloway, c'est la compagnie. Non. Attends un peu, là. Reste calme, JC, là. Je pense pas que si Triple H engage Mark Calloway, il va dire là, t'es ici à 9h tous les matins, puis ça, c'est ton bureau, puis tu punches la cloque, là. C'est Taker, là. Bon, on va tout de suite régler ça, là. Tu sais, j'aimerais ça que, tu sais, sur, mettons, sur une période de 30 jours, à tous les mois, on va passer une petite semaine au Performance Center, coacher Kid un peu. Les gros pay-per-view, viens à 2 sur 4, check ça aller, puis call des shots, là. Mais il dira pas, OK, là, tu commences lundi, t'es mieux d'être à l'heure, mon esti, là, tu sais. C'est pas le genre de job, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, quand ils n'étaient pas satisfaits de leur booking, c'était lui qui allait voir dans le temps backstage aussi. Oh ouais, c'était le... Il demandait, tu ferais quoi avec ça? Puis lui, il disait, fais ta job. C'est le juge. Ouais, mais là, il y a une autre affaire aussi, il faut pas vous oublier, les gars, là. C'est que c'est correct, ça marchait de même dans le temps que Taker, c'était lui le boss dans le locker, là. On est 20 ans plus tard, les boys, là. Il y a le Me Too, puis il y a toutes ces affaires-là, là. Tu sais, c'est pas... c'est plus comme les good old boys dans le temps, là. Tu sais, il faut quand même que tu... Puis l'autre affaire, c'est qu'ils sont cotés en bourse à cette heure. Oublie pas ça, là. Tu sais, puis je veux pas... Tu sais, je veux juste dire, les paramètres changent, là. Avec la nouvelle réalité, puis avec les allégations, puis avec tout... Moi, je verrais très bien... Regarde, là, ils vont dire, « Hey, Taker, on va te donner 150, 175 par année, là, puis on va avoir besoin de toi 30 jours par année. » Ça, je verrais ça. Ben oui. Ça, je verrais ça. T'sais. Pas comme Sean là, qui est au Performance Center à tous les jours avec son petit Jeep là, puis sa calotte à l'envers. Là. Je pense pas que c'est ça qui intéresse Taker. Là. Non, je pense pas non plus. Ben justement, c'est toujours un avantage de l'avoir à l'entour, par exemple. Là.
Ouais. Tu sais, regarde comme d'autres gars aussi dont les emplois ont été soit terminés ou pas renouvelés contrat. Road Dogg, Arn Anderson. Tu sais, il y en a un paquet de monde là, qui était. Tu sais, puis c'est pas. Arn Anderson, là, à ce que je sache, c'est pas un Vince Guy, là. Non. Tu sais, fait que il va sûrement avoir des affaires. Par contre, là où est-ce que je vous garantis que je suis sûr de ce que je vais dire là, c'est que si Vince, en s'en allant, il a dit à Triple H, Kevin Dunn, faut que tu le gardes jusqu'à la fin, j'ai en doué une ou whatever, il va le faire. Ah, ça, c'est sûr. Chris, c'est son beau-père, regarde là. Ça, je suis sûr. Fait que je serais plus surpris que Kevin Dunn se fasse tasser que Bruce Pritchard. Parce que Bruce Pritchard, il avait une belle gig avant. Là. Il faisait son podcast à Gaulet, il se promenait un peu partout, il faisait des Q&A avec Conrad Thompson. Puis là, ça a l'air que la rumeur veut que Conrad Thompson puis lui, ils se parlent plus. Là. Ça a l'air que j'ai lu ça, là. Je vous dis pas que c'est la vérité absolue, mais ça a l'air que Bruce, il évite un peu Conrad Thompson. Là. Ça a l'air que il n'y a plus de chemin de communication entre eux autres, apparemment. Fait que, regarde. OK. Non, mais ça veut pas dire qu'il y a une chicane, je ne sais pas, là. Tu sais, je te parle de Dirt Sheet, là. C'est pas, j'ai pas lu ça, c'est pas Meltzer, là. Mais ça va être intéressant, c'est sûr. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple. Il y a une chose qui est sûre. Dans toute entreprise, dans toute aventure, dans tout projet, si tu te dis, bon, là, il y avait quelqu'un qui empêchait la roue de tourner en rond, selon nous autres, cette personne-là n'est plus là, a décidé de s'en aller, ramène pas tout le monde qui était là avant, là. Faut t'emmener du nouveau monde. Parce que sinon, tu vas, tu sais, la définition de la folie, c'est de faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Ça inclut avoir le même monde, ça, là. Ben oui, il faut que tu changes. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, Kevin Dunn, de toute façon, c'est à cause de ses propos que moi, je l'aime pas. Il m'a même rien fait, là. Puis les shows de la I, ils sont super bien produits, c'est pas ça. Mais tu sais, quand tu dis on va mettre Terry Funk en dessous d'un pantyhose, là, quand il va revenir à Madison Square Garden, puis on va l'appeler Chainsaw Charlie. Qu'est-ce que tu fais là, Kevin? Voyons, là, c'est Terry Funk, là. Mick Foley, quand Mick Foley il a fait sa rentrée à I en Cactus Jack à Madison Square Garden, Kevin Dunn il a dit mais non, il n'y a pas personne qui va savoir c'est qui. C'est Cactus Jack, asti! Tu sais, tu comprends-tu? Fait que ça, c'est la vieille garde. Fait que là, ben, t'as deux choix. Soit tu le tasses, mais moi, je suis sûr qu'ils peuvent pas. Sinon, ben, tu lui dis, toi, fais ton show de TV, là, ferme ta gueule. Fais-nous des beaux packages, là, puis sois executive producer du show, là, puis mets-nous des cossins en 3D dont on se calisse, puis continue de produire. Ah, moi, ça m'énerve, là. Je trouve ça tellement bébelle, puis Fisher-Price, là. Oui, le pire, je regarde ça, je me dis, ils vont-tu finir par en trouver un qui se ressemble? Ben, moi ce qui me fait rire, tu sais quoi? Tu sais, ils font faire le hair flip à Roman Reigns, là, tu sais, quand il se lève de même, là. Ses cheveux restent pareils tout le temps, comme s'il était fait en rubber, tu sais, il bouge même pas, là. C'est comme ses cheveux, ils font. C'est comme s'il y avait des cornes qui descendaient dans le cou. Tu sais, ça a pas de. Avez-vous vu hier à Raw, quand je l'ai regardé, je capotais. Quand Alexa Bliss, elle arrive, la patente qu'ils mettent, c'est sa catin en 3D. Asti que c'est laid! C'est laid. Ah, c'est pénible, c'est pénible. Le truc qu'ils mettent pour Bianca Belair, une paire de babines avec une tresse. C'est pas de joke, là! Non, je le sais. Calme-toi. C'en est une en même temps, mais c'en est pas une. C'est pas une joke, mais on peut plus dire rien parce qu'on sera jamais capable de battre ça, JC. Là, les boys, j'ai une question pour vous autres. Je suis un petit peu en retard sur la AEW. Qu'est-ce qui se passe de bon? Il me semble qu'on n'entend pas parler gros. C'est sûr avec tout ce qui s'est passé, là, mais qu'est-ce qui se passe de bon de leur bord? Je suis un peu en arrière. J'avoue que je suis pas au fait ben avec eux autres, mais je vais faire des recherches en attendant. Non, mais si tu le sais pas, on en reparlera la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. C'est sensiblement la même chose parce que ce qui arrive, c'est que pendant leur gros épisode à la AEW, moi j'enregistre un podcast qui s'appelle Le Carré Rond. Je vous invite d'ailleurs à devenir membre Patreon. Si vous n'êtes pas membre Patreon du Carré Rond, vous allez avoir plein d'archives pour seulement, je pense, c'est 7 $. Canadien, c'est 7 $. Un seul prix. Par mois. Oh, ouais, c'est capoté. C'est ça. Donc,
Mais j'ai écrit à M. Khan pour qu'il aille le jeudi maintenant. Ah bon, on va attendre des nouvelles de ça d'abord. Mais non, pour de vrai, je suis très en arrière. Là. Je sais qu'il y a eu... même, je pense que le dernier Dynamite que j'ai regardé, c'est pas celui de la semaine passée, c'est celui d'avant. Puis là, après ça, ben, il s'est passé plein d'affaires dans ma vie. Puis il y a eu SummerSlam, puis toute la quête. Mais on va se remettre à l'ordre. On va se remettre puis ça, il y avait... Attends un petit peu. Il y a eu Death Before Dishonor aussi. On a suivi ça. Fait que ça a pris un peu le square footage de la AEW. Mais attends un peu, Steve. Là, chicanez-vous pas, là, JC, on t'écoute. Écoutez, ce soir, à Dynamite. Ouais. Un combat jamais présenté ever. Matt Hardy contre Christian. Ah oui, ça, j'avais vu ça passer. Oh ouais, ça va être le fun, ça. Jamais. C'est une présentation de Génacol, ça a l'air. Mais Steve, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on... Oui, la AEW, justement, on en parlait, là. Ils ont fait une grosse annonce, je pense que c'est vendredi passé. La première fois que AEW s'en vient au Canada. Oui, Toronto. Toronto. Oui, j'essaie de retrouver la date. C'est le 12 octobre pour un taping de la AEW Rampage. Ils vont probablement faire plus qu'un taping, j'imagine, parce que d'habitude, c'est ce qu'ils font. Ou ben non, ils vont aller à Ottawa ou quelque chose, là, mais oui, effectivement. Là, on pourrait checker pour aller faire un tour là, les boys. Ben, ça pourrait être pas pire, ça. Ben oui. On pourrait essayer de s'organiser un petit road trip avec des Ribbers, là, ça serait cool. S'il y en a, les Ribbers qui nous écoutent présentement, qui sont membres de la plateforme patreon.com/le Carré-Rond, si vous avez un intérêt pour qu'on organise quelque chose pour qu'on puisse aller passer, faire un petit road trip à Toronto pour aller voir AEW, faites signe, manifestez-vous dans la Rib Room, moi ça m'intéresse. Oui, parce qu'on a la Mean Machine, même dans le chat, qui dit que son chum, là, il serait peut-être partant, puis lui, en même temps, mais sans être méchant, ça va lui donner un break. OK, non, mais là, c'est parce que, ouais, je comprends, mais c'est pas juste ça. C'est parce qu'elle a dit ça avant qu'on parle d'aller à Toronto. Elle voulait dire, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à AEW, demandez-y. C'est ça qu'elle voulait dire. Elle voulait pas dire, il s'en va à Toronto avec vous autres, là. Je suis sûr qu'il voudrait pareil. En tout cas, regarde, l'invitation, l'opportunité est lancée. On a le temps en masse de voir venir aussi. Puis, tu sais, ça pourrait être le genre de petit trip qui serait le fun à s'organiser en train, ça. Tu te casses pas trop le bicycle, puis t'as pas besoin, tu sais, là, l'essence n'est pas donnée. On regardera ça. Il y a plein de possibilités. Oui, en effet. Est-ce que vous aviez d'autres choses, messieurs, du côté des actualités? Pas de mon côté. Parfait. G-Central? Non. Parfait. On fait une petite pause puis on revient avec la chronique à Steve. So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump is your hookup. Holler if you hear me. Je suis bien content. Je le sais avant vous autres, évidemment. C'est quoi le sujet de la chronique de notre ami Steve cette semaine? Mais écoute, c'est une figure mythique, emblématique du monde de la lutte. Mais, c'est ce qu'on va dire ça comme ça, une pièce d'homme très impressionnante, mais, Steve, parle-nous de Big John Studd. Big John Studd, de son vrai nom, John William Minton. Lui, il a vu le jour en Pennsylvanie le 19 février 48. Un peu comme c'est le cas, Martin puis JC, quand on parle de lutteurs de grande taille, Big John Studd a passé sa carrière au complet à être présenté à 6 pieds 10, mais en réalité, il mesurait 6 pieds 6. Puis c'est simple parce que personne ne voulait brûler de l'argent. Donc, les promoteurs ont convenu ensemble que c'était obligatoire que Big John Studd mesure 6 pieds 10. Puis il faut comprendre que ces promoteurs-là vendaient André à 7 pieds 4. Ben ouais, mais c'est direct là, je m'en allais. Il n'y avait pas le choix, là. Il n'y avait pas le choix parce que John Studd, il avait juste 4 pouces de moins qu'André. Fait que John Studd a été grandi, lui, avec. Fait qu'il disait 6 pieds 10. Mais dans le fond, John Studd, c'est ça, c'était un gars de 6 et 6. Big John Studd a été entraîné par le légendaire Killer Kowalski. Il a même été champion par équipe de la WWF en 1976 en équipe avec Killer Kowalski. Il se faisait appeler The Executioner. Mais après avoir quitté la WWF, Studd est devenu connu sous le nom de Chuck O'Connor, Captain USA, puis de Masked Superstar 2 dans les endroits là, du Mid-Atlantic.
En 78, John Studd faisait équipe, je sais pas si vous vous rappelez de lui, avec Ken Patera. Ils ont gagné ils ont gagné justement les titres par équipe de la Mid-Atlantic. John Studd, c'est un gars qui un peu comme André, un peu, parce que dans ces années-là, tu sais, des gros gars de même, il n'y en avait pas des tonnes, fait qu'il se promenait souvent. En 82, John Studd s'est ramassé à la NWA, puis il y a eu une série de combats pour le championnat, pour le World Heavyweight Title de la NWA contre Ric Flair. Mais à chaque fois, John Studd, il perdait. Parce que John Studd fait partie des lutteurs qui n'avaient pas besoin de ceinture. Tu sais, que ce soit à Boston, en Floride ou encore à Montréal, quand il venait, John Studd y attirait. Oh, ouais, puis précisons quelque chose, Steve, aussi, tu sais, Big John Studd, c'est vrai que, bon, comme beaucoup de lutteurs, là, pour sa stature, sa grandeur, et comment dire, là, ce qu'il mesurait réellement, mais il était gros, par exemple. C'était une pièce d'homme. Et là, je m'en vais parce qu'au sommet de sa shape, John Studd faisait 6 pieds 6 et non 6 pieds 10, 365 livres. Puis sans rien vouloir enlever à personne ou encore me faire lancer des roches, là, quand tu voyais John Studd, tu savais que le gars allait minimalement au gym. Et non, tu sais, je veux pas être plate. André, là, j'ai jamais vu André avec des pecs ou whatever, là. Moi, oui, mais quand il était jeune. Ben jeune. André, quand il était jeune, là, il faisait des dropkicks, là. Okay, c'est un phénomène, là. Mais, tu sais, puis il y avait un stunt aussi que Big John Studd faisait à la WWE, c'était de péter un ballon de football. Tu sais, il pognait le ballon de football, il foirait ça de même, lui, là. C'est un vrai homme fort, c'est une vraie pièce d'homme. Puis, il avait vraiment l'air d'un worker, et particulièrement à cette époque-là, là, ça, on va se le dire. Oui. Tu sais, dans les années 80, John Studd est revenu à WWF, puis il est devenu le challenger au titre qui était détenu par Hulk Hogan. John Studd s'est allié avec Bobby the Brain Heenan. Puis après sa feud avec Hogan, il y a eu une petite feud avec André. Ça l'a amené les deux, je sais pas les boys si vous vous souvenez de ça, au Body Slam Contest à WrestleMania 1. Celui qui arrivait à faire un Body Slam sur l'autre, il gagnait 15 000 $. Yes. Et j'ai trouvé. Semblerait-il qu'il y avait vraiment du vrai cash dans le petit sac de rien pantoute dans lequel ça aurait probablement été impossible de rentrer 15 000 $. Puis que André se promenait puis il donnait du vrai cash au monde dans l'aréna. Mais avant, moi, j'ai découvert ça cette semaine, là. Avant même que la feud commence, André, lui, s'était assuré auprès de la WWF que c'est lui qui allait être mis en valeur là-dedans. Parce que dans la vraie vie, André détestait Big John Studd. Mm-hmm. André a toujours cru que Studd essayait de prendre sa place en tant que lutteur géant à WWE, puis il n'y avait pas de place pour 2 lutteurs géants pour André. C'est quoi la vraie erreur de Big John Studd? La vraie erreur de Big John Studd, c'est qu'il a dit que c'était lui le vrai géant. Ah ben oui. Mais le vrai booking de lutte qu'il aurait dû faire avec Big John Studd, ça aurait dû être, même s'il était heel, qu'ils disent André, c'est le vrai géant et je veux que ça devienne moi. C'était ça le problème, c'était ça le point de contention d'André. Et j'ai vu multitude de shows interviews dans lesquels, que ça, dans des house shows, pas à Mania, on l'a tout vu Mania, mais dans des house shows et tout ça, quand il revenait le programme avec lui, au cours desquels, pour vous montrer la force brute d'André the Giant, c'était un enfant dans ses mains, Big John Studd, là. Il l'a violenté, il a pris ses aises avec lui dans le ring, comme bon lui semblait, juste parce que si André était dans un territoire, le géant, c'est lui. Ben oui, puis André, c'est ça, que pour conclure un peu ce que tu dis là, André travaillait jamais bien avec John Studd, puis ça n'a jamais permis à John Studd de bien paraître, là. Mais tu sais, il faut avouer quelque chose aussi, là, John Studd n'avait pas le charisme d'un André. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, Big John Studd, là, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a voulu, il est arrivé, puis il a été cocky. Tu sais, André, tout le monde le savait dans le monde de la lutte. Il t'aime ou il t'aime pas. Puis André, toute la notion de respect, de old school, de respecter la business, puis de respecter ceux qui étaient là avant toi, puis tout ça, c'était pas important. C'était essentiel.
Puis Big John Studd, dans le locker, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était pas aussi respectueux. Tu sais, il voulait prendre la place, là, le jeune coq qui arrive, puis tout le kit. André a dit « No boss ». Fait que c'est ça qui est arrivé dans le titre, là. Hein, oui. Puis après sa rivalité avec André, John Studd a été mis avec King Kong Bundy en équipe. Ils ont eu des rivalités eux autres contre les Islanders. Ils ont eu des combats de championnat par équipe contre les British Bulldogs, mais ils n'ont jamais gagné le titre. Le dernier match de Studd avant son premier départ, encore une fois, ça a eu lieu à l'épisode de la WWE Superstar. Lui puis Bundy ont battu les Matt Shinner. Puis après ça, il est parti. En 89, par contre, il est revenu. Il a remporté le Royal Rumble. Puis là, il fallait trouver quelque chose parce qu'André a dit c'est pas vrai que John Studd va m'éliminer. Donc, André, lui, était d'un participant. Puis si vous vous souvenez de ça, il s'est auto-éliminé quand Jake the Snake est entré dans le ring avec son serpent. Voilà. Puis, on va aller dans du plus crunchy un peu. L'histoire de la mort de John Studd est assez particulière. Puis tantôt, je disais qu'à son apogée, Studd était d'un grand rivaux d'André, puis qui était tout de même très grand. Mais l'histoire de la mort de John Studd, Big John Studd a commencé à prendre des hormones de croissance humaine quand il roulait des programmes avec André parce qu'il espérait grossir encore. Puis il était conscient que c'était dangereux, puis il voulait pas que ça se sache, il voulait être un modèle pour ses enfants. Donc, il a gardé sa consommation de drogue secrète. Il l'a simplement dit à quelques amis. Après, John Studd est devenu peu actif dans le ring dans les années 90, sauf qu'en 93, il a été appelé pour lutter une dernière fois face à Killer Kowalski. Il a accepté volontiers, puis quand il s'est remis à l'entraînement, il s'est senti fatigué. Puis il a découvert une bosse sous son aisselle pendant qu'il était dans la douche. Il a consulté un médecin, puis il a reçu le diagnostic. Il était atteint d'une forme de cancer appelée la maladie d'Hodgkin. Puis il y a une deuxième tumeur aussi qui avait été localisée dans sa poitrine. L'opinion générale des médecins était que l'utilisation des hormones de croissance humaine qu'il a pris dans les années auparavant pourrait avoir développé le cancer de John Studd. Pas drôle. Non, c'est pas drôle. Bien que les médecins ont donné 1 mois à vivre quand il a appris la nouvelle, John Studd a décidé de se battre. Il a subi une intervention chirurgicale. Il y avait 7% de chance que ça fonctionne. Puis étonnamment, le cancer est entré en rémission. Malheureusement, il y a eu récidive. Le cancer est réapparu puis il s'est propagé à son foie en 94. Malgré la chimiothérapie et tout ça... il s'en est pas sorti. Juste avant d'être admis à l'hôpital, il a appelé un de ses bons chums, Superstar Billy Graham, pour l'aviser qu'il allait être à l'extérieur de son domicile pour quelque temps, mais malheureusement, il n'est jamais ressorti de l'hôpital. Big John Studd repose au cimetière de Saxo Burn, en Pennsylvanie, puis sur son monument, il n'y a aucune mention que c'est un lutteur. L'inscription qui y figure fait référence au fait qu'il était vétéran de la guerre du Vietnam. Eh ben. Big John Studd avait 3 enfants, dont Sean Minton. Sean Minton a été entraîné à la Reality of Wrestling de Booker T. Sean Minton fait réellement 6 pieds 10, 285 livres. Il y a eu des essais à SmackDown, mais j'ai pas trouvé aucun match sur lui. C'était Big John Studd. Hey, merci Steve, toujours super intéressant. Puis là, ben, on s'en va vers un autre segment mythique, bien sûr, du Coréron. Et je parle bien sûr, vous le savez, ça s'en vient. Scrapamania. Vous le savez, en Scrapamania, ça s'appelle Scrapamania, mais ça ne fait pas que parler de scrap, là.
Ça parle de plein d'affaires le fun, puis de plein de découvertes que notre G-Central fait. Des fois, c'est vraiment drôle et niaiseux, notamment les initiatives de marketing de Hulk Hogan et des équipes de marketing où Sting a travaillé. Sans compter, bien sûr, le frisbee de la peur de Goldberg. Mais de quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher G-Central? Ben écoute, Martin, j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment, j'ai entendu parler d'un jeu Card and Dice basé sur de la lutte. Donc, Card and Dice, c'est des jeux qui pourraient ressembler peut-être un peu à Magic the Gathering. Ouais. Des jeux de table. Puis là, il y a eu une campagne de sociofinancement. Si j'ai bien compris, eux autres, ils ont contacté Kurt Angle qui a endossé le produit. Le sociofinancement a été complété en 2 heures. Ouais, non, j'ai ça, quand tu m'as montré ça, j'ai creusé un petit peu quand même, là. Mais j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Voyons, excusez. J'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que, tu sais, des jeux tabletop, là, ou card games, ou tu sais, des affaires comme ça, je veux dire, ça a un très gros following, là, en général. Puis là, ben, quand tu cumules lutte avec ça, ça a été tenté à maintes reprises, mais ça n'a jamais collé. Non, ben c'est ça, justement, c'était une autre tentative. Là, on y retrouve un mix de lutteurs connus, puis de lutteurs fictifs. Puis en fait, il y a des contributeurs qui ont contribué à des gros montants du Kickstarter qui vont se retrouver dans le jeu quand la version finale va être livrée en mars 2023. Ah ouais, hein, OK. Fait que si tu donnais assez de cash, tu pouvais être un personnage. Oui, mais là, il fallait que tu donnes 1000$ au Kickstarter. OK, quand même. Là. Mais là, sais-tu qu'est-ce que j'ai envie qu'on fasse, JC? On va aller voir le spot publicitaire de la bebelle en question. Qu'est-ce que t'en penses? Maudite bonne idée. Bon, il va. Who would win if a madman brought together the best wrestlers of the past, present, and future to answer once and for all the most debated question in pro wrestling history? Who is the greatest of all time? ATW is a card and dice game featuring Kurt Angle, the British Bulldog, Andre the Giant, Macho Man Randy Savage, and a host of amazing fictional characters from the distant future and past. Immerse yourself in the stunning artwork and step into the squared circle with a game that's easy to learn, amazing fun, with standard and advanced modes, suitable for both casual and experienced tabletop gamers. Forge your own path in a campaign full of twists and turns. Dominate your opponents, climb to the top of the cage, and be the last man standing. This is all-time wrestling. This is where legends collide. This is where your destiny awaits. Ça a l'air très intéressant, JC. La pub est vraiment on point. As-tu investigué ça un petit peu plus ou t'es encore au stade wow? Je suis plus qu'au stade wow, Martin. J'ai trouvé une version gratuite d'un démonstrateur que eux autres même offrent, qu'on peut télécharger et imprimer soi-même. Là, c'est un kit de base. Avec 2 lutteurs fictifs, des cartes. Je vais mettre les liens dans le chat. Là, c'est un lien Google Drive. Cool. Il y a les règlements, il y a tout là. Tu peux jouer. Un kit de base là parce que la version finale va être livrée en mars 2023. Bon. T'as-tu commandé le tien? Non, parce que là, pour l'instant, il a fallu que je contribue au Kickstarter qui s'est terminé à la fin mai. OK, je comprends. Fait qu'il est déjà trop tard. Une exclusivité. Je comprends. Mais ceci dit, quand ça va être commercialisé, ça va être une autre affaire parce que là, eux autres parlent d'ajouter d'autres lutteurs naturellement. C'est clair. On a vu là parmi les lutteurs connus, il y a Kurt Angle, Andre the Giant, Macho Man et Davey Boy Smith, là, le British Bulldog qui sort là-dedans. Je suis pas un adepte de ce genre de jeu-là dans la vie. Mais ça, moi, je trouve ça intéressant, je l'essayerais. Ben, moi aussi, hey, qui sait, aurons-nous droit à un tournoi de all-time wrestling façon carré-rond? Qui sait? Parce que moi, ça m'intéresse, là, ça a l'air cool au bout, là. Mais ceci dit, Martin, c'est ça a l'air très intéressant. C'est un beau projet, j'ai hâte en mars 2023, c'est encore loin. Ouais, c'est encore loin. Je pense que je vais quand même, imprimer la version qui nous offre gratuitement, tester peut-être avec un de mes amis, voir ce que ça donne un peu avec les règlements. Ouais. Et puis, à ce moment-là. Mais écoute, tu sais, si moi non plus, je suis pas un tripeux de card games ou de tabletop games et tout ça, là. J'ai pas de préjugés défavorables envers ça, par contre, non plus. Tu sais, je veux dire, j'ai joué à Dungeon quand j'étais plus jeune. Tu sais, je regarde. C'est correct. Mais, tu sais, si ça donne des occasions de se rencontrer, puis de rencontrer des ribbers, puis de parler de lutte, ben moi, I'm all for it, là. C'est cool. Moi, je trouve ça très cool.
Oui, ben moi aussi, je trouve ça cool. Puis c'est une belle initiative. Puis le fait que le Kickstarter ait marché aussi rapidement, c'est quand même assez exceptionnel. Ben, puis tu sais... Kurt Angle en avait parlé sur ses réseaux sociaux. Voilà. Tu viens de trouver le mot magique. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que... C'est parce que là, même d'ici à ce que ce soit disponible, le buzz va continuer. Là. C'est sûr que ça va être... Tu sais, qu'il y a des gens qui vont en parler, puis il va probablement s'ajouter des workers, puis tu le quittes, fait que ça risque d'être intéressant. Là. Oui, tout à fait. Sympathique. Il pourrait même avoir éventuellement une version là, en jeu vidéo. Là, qu'on parlerait. OK, parfait. Excellent. Puis là, mon cher JC, tu m'avais aussi demandé pour ton édition de Scrapamania de cette semaine de te préparer une autre image, mais là, on change complètement de sujet, si je comprends bien. Là. Oui, ben là, on s'en va dans autre chose. Puis bon, je vois, il y en a avec certaines réserves là-dessus. Là. OK, on va aller montrer ça au monde. Voilà. Donc, j'ai l'air de comprendre qu'il va y avoir un jeu vidéo de la AEW, c'est ça? Oui, ben ça fait déjà plus qu'un an là, que ça s'est annoncé. Que c'est la compagnie Hughes qui produisait WrestleMania 2000 et No Mercy à l'époque sur Nintendo 64 qui produit le jeu. Là, Hughes nous dit c'est pas la version finale. Ça se peut que ce que tu vois là, tu le verras pas ailleurs. T'sais? Là, on parle de mini-games insérés dans un jeu de lutte. Là. Des jeux, on voit dans une image, entre autres, en bas, là, où les gars ont l'air de faire une chorégraphie en suivant les boutons. Ouais, puis là, ça joue à balle, il y a toutes sortes de patentes. Là, ça a l'air assez spécial. Là. Fait que, moi, j'ai peur qu'on tombe dans n'importe quoi. S'il vous plaît, un jeu de lutte, c'est un jeu de lutte. C'est pas besoin de le réinventer de cette façon-là. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire mais c'est pas une version finale. Ouais. Je vais l'acheter pareil. C'est ça le prix. Je vais l'essayer. Ouais, tu vas pas nous en parler, surtout. Mais c'est ça. Mais là, c'est pas un jet final, mais il y a aussi une vidéo qu'ils ont mis, là, un preview. Ouais, je comprends. Que la AEW a dévoilé aujourd'hui même. Un trailer, dans le fond. Là. Ouais, une trentaine de secondes. Bon, ben ouais, écoute, on va suivre ça, on va regarder ça. Vous comprendrez évidemment aussi qu'on est un peu prudent lorsqu'il vient le temps de vous montrer des trucs, tu sais, parce que en même temps, on fait la captation d'un podcast, donc ça se retrouve sur YouTube aussi, ça se retrouve un peu partout, fait qu'on peut pas nécessairement toujours tout mettre ce qu'on veut, mais en tout cas, on va essayer de vous intégrer le plus d'informations relatives à ça dans le show également. Mais puis là, tu n'avais pas dit, tu nous avais pas parlé aussi qu'il y avait un autre jeu aussi que tu commencerais à regarder. Là. C'est pas grave, c'est pas aujourd'hui, là, mais t'es là-dessus encore? Ouais, ben c'est ça, parce qu'il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent, fait que j'attends de voir où ça s'en va. Ouais. Ceci dit, par exemple, là, Martin, là, je te le dis, les gars, je vous le dis, la semaine prochaine, là, Scrapamania Old School, on parle d'autres good. Ah, ben là, écoute, moi, tu le sais, moi, les initiatives mercantilistes de Hulk Hogan et les imbécilités qu'il essaye de vendre, c'est toujours quelque chose qui me divertit énormément. Mais rien ne me divertit, mon cher JC, comme ton Scrapamania. Et merci pour cette édition, peut-être un petit peu plus écourtée cette semaine, mais je le sais que tu t'en viens avec des grosses affaires. Puis moi, ben, j'ai une surprise pour vous autres tout de suite après ce petit segway de Scrapamania. Messieurs, vous le savez, je déteste pas ça, vous prendre de cours et tout ça avec des petites chroniques sur le fly et ainsi de suite. Puis quand j'étais dans la préparation du show, tu sais, on a parlé beaucoup de Ric Flair, on a parlé de son dernier match. Tu sais, il y a déjà eu, on pourrait faire 3-4 top 5 qui concerneraient Ric Flair. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de recherches sur des publications un peu plus traditionnelles, là, tu sais, parce que vous le savez, même Forbes parle de lutte à cette heure, là. Puis j'en ai trouvé une qui m'a beaucoup interpellé, puis c'est ça que j'ai envie de vous lire. Bon, évidemment, ça provient, c'est sur The Sportster. Moi, je déteste pas The Sportster en toute chose, là, même au niveau du sport en général. Mais je cherchais des listes d'affaires qui concernaient Ric Flair, qu'on savait peut-être moins, ou qu'on pourrait peut-être démystifier, ou auxquels on pourrait sensibiliser les gens. Je vous ai sorti, en fait, ça vient de The Sportster, mais je vais en parler parce qu'il y en a une couple que j'ai
de l'information additionnelle. Les 10 histoires backstage qui figurent parmi les plus invraisemblables. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'histoire de trucs d'allégation puis de se promener dans les avions, la robe ouverte avec la bisoune au vent puis tout ça. Là, on reste dans le domaine de l'acceptable. OK? Quand on dit c'est incroyable, c'est pas c'est pire. Je vous le dis, là, c'est pas c'est pire. Sauf que là, ben regarde, on n'est pas sur une chaîne pour adultes nécessairement non plus. Alors voilà, je vous passe ça, les amis. Ric Flair a déjà affirmé que c'est à cause de lui que John Cena a commencé à boire backstage. Fait que dans un échange qu'il y avait avec John Cena, Ric Flair l'aurait convaincu de dire ben là, regarde, là, quand t'es toujours dans le main event, c'est important que quand t'arrives backstage, ben, tu prennes une bière avec les boys. Et ça aurait donné lieu justement au fait que John Cena a commencé à boire backstage. Il n'est pas question ici de problème d'alcool, sauf que tu sais, ça a fait changer son fusil d'épaule, John Cena, l'effet que tu sais, lui, c'est vraiment. Tu sais, straight as an arrow, je m'en vais au gym, tu sais, l'horaire avec presque militaire puis tout. Pis ça a l'air que ce serait grâce à Ric Flair qui aurait slacké à poulie un petit peu backstage avec les gars puis les filles qui se retrouvent dans le locker après les galas. L'autre, et celle-là, c'est une affaire que j'ai appris. Je savais qu'il y avait déjà eu un beef entre Ric Flair et Mick Foley. Mais je ne savais pas que Ric Flair lui avait sacré son poing sa gueule. Ça, je savais pas ça. Fait que lorsque Ric Flair a effectué, je sais plus si son deuxième ou troisième retour à la WWE, dans la foulée de l'écriture des livres de Mick Foley qui répondait aux commentaires de Ric Flair qui disait que Mick Foley n'était qu'un cascadeur et ainsi de suite, Ric Flair, ça a l'air qu'une des premières affaires qu'il a faites lorsqu'il est revenu à la WWE, ça a été de s'en aller backstage puis sacrer son poing sa gueule à Mick Foley. Là, depuis, les affaires se sont patchées. À preuve, Mick Foley était à son dernier combat. Là, on parle de quelque chose qui tournerait aux alentours de 2006-ish. Là. Mais oui, il y a eu un petit peu de... Il y a quand même eu un petit peu de heat entre les deux relativement à cette fameuse histoire-là. Autre histoire un peu weird, hein, on s'en souviendra au lancement de... Je me souviens plus de quelle édition du jeu vidéo de 2K de la WWE. Ric Flair et Jim Ross faisaient partie d'un panel, justement, qui était au lancement du jeu. Et Ric Flair était intoxiqué, a pris une coupe de drinks. L'explication derrière ça aussi, c'était que ça correspondait à peu près à la date où est-ce qu'il avait perdu son fils, évidemment pour des raisons qu'on connaît. Et en fait, semblerait-il qu'il n'y avait pas juste Ric Flair qui avait pris un petit drink, qu'il y avait Jim Ross également, et la conséquence de ça a été que c'est Jim Ross qui a été remercié de ses services, on s'en souviendra à l'époque, et que Jim Ross a déjà fait des sorties depuis pour expliquer qu'en fait, c'était il y avait un lien à faire, si tu vrai, tu pourrais, je sais pas, mais qu'il y avait un lien à faire entre sa paralysie de Bell, là, en anglais on appelle ça Bell's palsy, et le fait qu'il avait consommé des médicaments puis pris un petit drink dans l'après-midi, puis que son élocution était beaucoup plus maganée parce que les autres en ont déduit que Jim Ross et Ric Flair allaient prendre un petit drink ensemble et c'est Jim Ross qui les ont tenus responsables de ça parce que Ric Flair était pas dans des meilleures conditions. Fait que ce serait ça, c'est ça qui serait la version officielle. Je sais pas si vous le saviez, mais Charlotte Flair détestait travailler avec son père. Parce que, selon ses dires, tout ce qui se passait backstage, alors que Ric Flair ne faisait que l'accompagner au ring, là. Tu sais, oui, il a bumpé une couple de fois, tout ça, là, avant ses problèmes de santé, mais elle trouvait que tout le monde n'en avait que pour Ric Flair, et que ça lui enlevait du spotlight, et que ça lui enlevait de l'attention, et tout ça, et il paraîtrait-il que quand ça a été terminé, cet angle-là, Charlotte était vraiment pas déçue de ça. Je continue. Ça, je le savais. J'ai souvenance de Ric Flair qui parle dans une show d'interview. Vince McMahon il a passé des centaines de milliers de dollars à Ric Flair. Que ce soit à cause de ses histoires de divorce, ses compagnies bancaires fake qui partaient, qui mettaient, tu sais, il y avait des road signs là en Caroline avec la face à Ric Flair, puis c'était pour des services de prêt puis des affaires de même. En tout cas, ça n'a pas trop bien été financièrement, disons, pour Ric Flair, surtout considérant que, tu sais,
il payait trop la traite à tout le monde, puis qu'il s'achetait des chars en quantité industrielle, tout ça. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Vince et Flair sont devenus des chums, et Ric Flair a passé des centaines de milliers de dollars à Ric Flair. Bon, celui-là, on l'a déjà, moi je l'avais déjà entendu. Il y a un beef qui roule entre Ric Flair et Scott Steiner depuis des années. Des années, là. OK? Et Ric Flair n'aurait apparemment jamais eu vraiment de respect pour Scott Steiner. Et Scott Steiner, ben lui, encore à ce jour, si vous entendez Scott Steiner dans un show interview parler de Ric Flair, c'est de la merde. C'est un bon rien, c'est un ci, c'est un ça. Ça se réparera jamais. Ça fait partie des meubles. Chris Jericho a déjà raconté dans son podcast qu'un des souvenirs qu'il avait de l'époque où il était à la WCW et que Bret et Rick étaient là. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Petty, ça veut dire futile, enfantin. Petty, là, c'est comme bébé. Tiens, voilà. Il y avait des ostinations super bébé là sur les star ratings de Dave Meltzer à propos de leur propre match. Fait que imaginez-vous ça, là, t'es à la cafétéria, là, pis t'as Bret Hart, pis t'as Ric Flair qui disent non, moi mon match, en tout cas, Meltzer, il a donné 3 étoiles et demie, pis toi, il t'a juste donné 3 étoiles. Ça doit être hallucinant. T'as-tu idée comment ça doit être drôle? Puis Chris Jericho raconte que c'était sans arrêt, là. C'était presque à toutes les fois qu'il était en même temps dans le locker. Puis on la connaît, l'histoire, évidemment, encore une fois, un peu comme Mick Foley. Bret s'est rendu débodé, puis il est allé le supporter pour son dernier match. Mais Bret et Ric Flair, Bret a toujours reproché à Ric Flair de faire le même match toute sa carrière, tu sais, alors que Bret c'est Bret, là, on va se le dire, tu sais, le Bret Hart-O-Meter. Celle-là, ça m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un angle qu'il y a eu entre Charlotte et Paige à l'époque, avant qu'elle quitte, au cours duquel Paige avait fait référence à son frère décédé. Ben, imaginez-vous que personne du créatif avait pensé d'en parler à Rick avant. Fait que Rick, il regarde sa fille à la TV, puis il est pas au courant qu'ils vont parler de son gars. Ça fait pas 25 ans qu'il est décédé, son fils, là. Fait que dans l'angle, dans la promo que Paige a fait, elle s'est fait donner des instructions du créatif de faire ça. Elle n'est pas partie en impro, là. Elle s'est fait dire, tu vas traverser cette ligne-là, puis tu vas parler de Reed, le frère de Charlotte, le fils de Rick, puis de son décès. Et Rick en a parlé dans son podcast à l'époque et évidemment très émotionné parce que personne de la WWE avait jugé bon de lui en faire part. Imaginez-vous. Un manque de délicatesse épouvantable. Pas mal, mettons. Le premier soir que Rick Bischoff a été engagé à la WWE, tu sais, là, la fameuse grosse accolade Vince avec Bischoff quand il sort du backstage à Raw, Ric Flair était backstage et il a essayé de se battre avec Eric Bischoff. C'est tellement Nature Boy-ish là, de faire ça. On le sait, le torchon a brûlé pendant des années entre les deux. Ça émane principalement de la fois où Ric Flair s'est pas présenté un pay-per-view pour aller voir son fils lutter en lutte amateur, là, le sport. Parce qu'il était en, je pense que c'est les championnats nationaux ou de State Championship de son état, genre de la Georgie. Et évidemment, il avait été suspendu et tout ça. Et Eric Bischoff, lui, avait décidé qu'après, il ferait de sa vie un enfer. Et, ben écoute, il n'y a pas grand-chose qui se sont pas faites, ça a l'air backstage. Mais aussi, pourquoi je trouve ça très drôle, c'est que quand Vince est allé le chercher pour l'amener à WWE, premier soir, mais pensez-y 2 secondes. Ces deux gars-là étaient dans la même compagnie avant pour essayer, supposément, de faire farmer Vince, là. Fait que là, ils se retrouvent à tous les deux à la même place, chez le compétiteur, puis Rick, il va encore y sacrer à voler. Puis je pense pas que Bischoff aurait eu grand chance, même si c'était un karatéka. L'autre, et celui-là, je l'avais déjà entendu, mais pas à ce point-là. Figurez-vous donc que Ric Flair aurait déjà menacé la WWE de les actionner pour le copyright de The Man quand il était question de Becky Lynch. Hey, faut sérieux, là. Puis ça, là, ça a l'air que ça fait partie de certaines des raisons qui ont fait en sorte
que la relation s'est vue un petit peu effritée entre la WWE et Ric Flair, alors que Ric Flair n'avait aucun copyright sur quoi que ce soit. Évidemment, lui, il disait souvent to be the man, you gotta beat the man. Puis elle s'appelait juste The Man. Tu sais, je veux dire, là, c'est un nom, on ne peut plus commun que ça. Puis il n'y avait pas de copyright infringement. Et finalement, ben il y a du monde qui sont venus à bout de calmer les nerfs à Ric, puis de dire, regarde Ric, garde-toi une petite gêne avec ça, là. Fait que ce sont les... Bon, il y en a évidemment un paquet d'autres, des histoires à coucher dehors de Ric Flair qui donnait le numéro de sa chambre. Ric Flair, il dormait presque toujours au Marriott quand il se promenait pour la NWA. Et à maintes reprises, lorsqu'il faisait ses promos, il disait le vrai numéro de sa chambre au Marriott où il était. Puis il y avait vraiment des dames qui s'y rendaient là, pour aller faire un tour de Space Mountain. Là. J'en suis convaincu. Oui. Puis il dit, je l'ai déjà entendu en parler dans une show interview que il faisait pas ça tout le temps. Là. C'est déjà arrivé qu'ils disent des numéros fake ou des affaires de même. Mais il dit ça arrivait qu'on donnait. Puis là, il parle des Horsemen aussi, il parle pas juste de lui. Là. Puis il dit même ça arrivait quand on donnait des numéros fake à la TV parce que Jim Crockett ou Dave Crockett savait c'était quoi notre numéro de chambre, puis il s'assurait au mic qu'on dise pas le vrai numéro de chambre. On en disait un fake, on s'en allait au lobby, puis les filles y arrivaient. Là, ça n'a pas de sens. C'est quelle vie démesurée. Là, on va... JC, il y a des gens qui mentionnent que je pense que les liens ne fonctionnent pas, que tu as voulu partager. On les partagera, c'est pas grave, on va les partager sur la page Facebook Le Coréron, au pire, ou s'il y a quelque chose, là. C'est peut-être parce que les liens sont... Ouais, c'est ça. Les liens peuvent être un peu trop longs ou quelque chose de même. Fait qu'il n'y a pas de problème. Soyez sans crainte. On va vous donner toutes les informations. Les boys, ça va être le moment maintenant du segment Les deux tunes. Et là, ben, c'est JC qui a choisi ça. Ça me tente que tu nous présentes ça. Ben, écoute, Bayley de retour. Oui. Puis je suis très content qu'elle soit de retour. Fait que on va écouter un cover de Deliverance. Je me souviens pas c'est qui est l'artiste. Ça, voilà. Attends un petit peu, je peux te le dire. C'est... Attends un peu. Continue, présente l'autre, puis je vais les... Tiens, je l'ai de site. Ça s'appelle The Dreaded Shredder. C'est le nom de l'artiste. Et on va aussi avoir un cover du thème d'entrée de Fiend. Puis ça, c'est pour Steve, tu sais, juste le gars. Ouais, c'est ça, parce que Steve, on s'entend, il s'ennuie du Fiend. Fait que le thème musical de Bayley, suivi du thème musical de Bray Wyatt et ou The Fiend. Puis nous autres, on vous revient avec le close.
gonna do when Hulkamania run wild on you? Hey, ça a été vite, hein? Ça a passé vite, plutôt. Ça n'a pas été vite, mais c'est déjà la fin de cette 16e édition. C'est sûr qu'on est un petit peu sur le back burner de SummerSlam aussi. Hein? Ça a été une grosse fin de semaine. On a produit beaucoup de contenu. On a parlé de bien des affaires. Mais ça va être intéressant, définitivement, que le take-back que je prends de l'édition de cette semaine, c'est que ça va être intéressant de suivre comment les choses, comment ça va se dérouler pour la suite des choses, parce que, on sent un vent de renouveau un petit peu à l'AI. Hein? Il y a plein de rumeurs aussi de monde qui va revenir, puis ça spécule beaucoup. De l'autre côté, ben ça va être intéressant de voir ça va être quoi la réponse de AEW à ça. Il va falloir qu'ils up leur game, eux autres aussi. Si The Game revient, Tony, il va falloir qu'il step up. Là. Ça, c'est sûr, parce que je pense pas que Triple H en aille là pour se tenir après la bande. T'sais, surtout qu'il y a eu le couteau dans le dos, puis là, ben, il y a eu ils ont redonné le vote de confiance. Vince s'en va. Il y a Stéphanie pour le backer comme co-CEO avec son collègue. Fait que ça va définitivement être très intéressant à suivre, messieurs. Tout à fait. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai de très, très hautes attentes. Bon, JC, je te rappelle l'expression consacrée, mon JC. Low expectation, overachievement. Ouais, je le sais, mais là, je suis tout énervé. Toi, mon Steve, qu'est-ce qui se passe de bon dans les prochaines semaines? Ben de l'ouvrage? Écoute, nous autres, ça l'arrête pas. Pour ceux qui sont pas au courant, moi, dans la vie de tous les jours, je suis un journaliste. On a une campagne électorale qui s'en vient. Mêlé à plusieurs combats de lutte qui commencent fin août. Okay. Parce que j'ai malheureusement dû décliner certaines offres. Parce que cette année, les boys, là, il y a de quoi qu'il n'y a pas depuis 3 ans qui s'appelle des mariages. Puis j'ai jamais reçu autant d'invitations que ça pour aller dans des mariages. Puis le monde a décidé de se marier samedi. Fait que j'ai décliné bien des participations à des galas de lutte en août pour mettre mon saut de pingouin puis d'aller dans des mariages. Moi, je dois pas être sortable. Si j'ai personne ne m'invite nulle part. Ou bien c'est à cause, c'est soit ça ou tes chums de gars, ils ont tout compris. Ah non, j'embarque pas là-dedans. Ça, je suis contre le patriarcat. Non. Mais les boys, tantôt dans ma chronique de John Studd, j'ai parlé pas mal d'André. Puis la semaine prochaine, ma chronique va être là-dessus. Les 7 workers qu'André détestait et les 7 workers qu'André aimait. Ah, ben écoute, on va avoir pas mal de stock dans ce cas-là à discuter. Ça risque d'être pas mal intéressant. Messieurs, je vous dis évidemment merci. Je relance l'invitation aux gens qui sont avec nous. Dans un premier temps, si vous êtes prêts à faire votre coming out de lutte, si vous vous sentez prêts à éclore et à crier votre passion pour cette forme artistique que nous adorons tous, c'est très simple. Vous rendez sur patreon.com/le carré rond. Vous allez avoir toutes les informations, les modalités, le matériel auquel vous allez avoir accès. Tout ça est rétroactif. On regarde les gros pay-per-view ensemble en Zoom. On a le Rib Room, on s'amuse, on s'échange des memes, tout ça. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller faire un petit tour sur le compte Twitter également, le carré rond, c'est commercial carré old school. Sinon, on vous invite à aller faire un petit tour, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. C'est celle-là, parce que comme je le dis à toutes les fois, je suis un maillet. Il y a 2 chaînes YouTube le carré rond. Il y en a une qui est active, il y en a une autre qui ne l'est pas. Ce que vous voyez présentement, c'est la bonne. Fait qu'allez faire un tour, c'est super facile à trouver. Sinon, si vous nous avez découvert ce soir, c'est très sympathique d'être venu passer un moment avec nous. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui étaient là, évidemment sur touski.tv, sur twitch.tv/touski TV. Et on vous relance l'invitation pour la semaine prochaine. Si vous avez joint en chemin ou peu importe, je vous explique la logistique des choses. C'est super facile, bien facile à comprendre. On enregistre le podcast les mercredis soirs à 19h live. Suite à ça, on en fait la publication en audio le samedi autour de midi.
On en fait la publication en vidéo la semaine suivante au moment où on s'apprête à faire la prochaine diffusion, la prochaine enregistrement. Donc, c'est super facile. Mais si vous faites partie de la Rib Room et que vous êtes membre de la plateforme patreon.com/le carré rond, l'épisode en vidéo, si vous l'avez manqué ou vous voulez le revoir, ben vous l'avez le lendemain. Donc, sur ça, mes chers amis, encore une fois, un gros merci à mon chum G Central, bien sûr à Steve, et on te souhaite que ça se passe bien pour... Je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, moi, cette campagne électorale-là. Je sais pas... Je sais pas en tout... Je sais pas en tout de quoi tu parles. Et évidemment, je remercie tout le monde qui s'est joint à nous, peu importe que ça a été en chemin ou depuis le début. Évidemment, si vous voulez nous suivre sur une plateforme plus traditionnelle, c'est-à-dire en podcast, nous sommes disponibles sur toutes les bonnes applications, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et ne me reste qu'à vous laisser sur le meilleur mashup de musique de lutte pour un show qui est présenté sur twitch.tv/Tuski TV tous les mercredis à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. D'ici là, je vous souhaite de très bien vous porter. Faites attention à vous autres et surtout, faites attention aussi aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. De la famille H2O Web Media.